أي سلاح ولو كان كاسرا للتوازن. ليش ما كسر التوازن هو؟ أنا مع المصلحة الوطنية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Réunion de la dernière chance pour la sous-commission ad hoc chargée de trouver un consensus sur une loi électorale. En cas d'échec, le Liban face à un vide politique ou un retour à la loi de 1960. Michel Sleiman met en garde contre une prorogation du mandat du Parlement, estimant qu'elle aura des conséquences négatives sur la réputation du Liban, son économie et la confiance de la communauté internationale. Ban Ki-moon insiste sur l'urgence de la conférence internationale sur la Syrie, alors que les Nations Unies recensent plus d'1,5 million de réfugiés syriens. Et à suivre également dans ce journal, attentat de Boston, Dzhokhar Tsarnaev a laissé une confession écrite dans le bateau où il se cachait de la police. Il y évoque une vengeance pour tous les musulmans. C'est donc la réunion de la dernière chance pour la sous-commission ad hoc chargée de trouver un consensus sur une loi électorale. Elle doit se réunir une dernière fois à 18 h, place de l'Étoile, pour sa deuxième réunion de la journée sous l'égide du chef du Parlement, Nabih Berri. Les membres de la sous-commission ont 3 choix, l'accord sur la proposition de loi mixte, l'accord sur une prorogation du mandat du Parlement ou le retour à la loi de 1960 actuellement en vigueur. Cette réunion cruciale va décider du sort de la séance parlementaire prévue demain matin et pourrait donc se prolonger jusque tard dans la nuit. Nabih Berri a exclu toute réunion plénière de la Chambre en l'absence de consensus sur une loi électorale, martelant qu'il ne prorogera pas le mandat du Parlement, même pour un seul jour. Les déclarations se sont succédées ce matin place de l'Étoile. Ahmed Fetfet a affirmé qu'un consensus sur une nouvelle loi électorale est encore possible à condition que les autres partis politiques se déclarent prêts au dialogue. Le député du Courant du Futur a par ailleurs souligné que le 14 mars attend toujours la réponse du Courant patriotique libre sur la proposition de loi mixte, fruit d'un accord entre le 14 mars, le Courant du Futur et le PSP de Walid Jumblat. Le CPL estime que ce projet n'assure pas une juste représentation. Ahmed Fetfet a par ailleurs indiqué que le parti Kateb a réclamé quelques modifications qui ont été acceptées, notamment la répartition du Nord et du Sud, de manière à ce que la représentativité chrétienne soit plus juste. Antoine Zahra a réagi ce vendredi aux propos du ministre sortant de l'énergie, Gebran Bassil, qui a accusé les forces libanaises de privilégier les intérêts du 14 mars à ceux du pays. Le député DFL a contre-attaqué en accusant le CPL de tromper l'opinion publique, assurant que son parti prend en compte les intérêts des chrétiens et de tous les Libanais. Autre réaction, celle du député Nabil Defrege qui s'est dit surpris que les différents projets électoraux en cours de discussion stipulent l'élection de 128 députés alors que les commissions parlementaires avaient approuvé l'augmentation de leur nombre à 134 pour donner des droits aux minorités. Il a également proposé d'organiser les législatives conformément à la loi de 1960 et de répartir les 6 sièges supplémentaires sur des circonscriptions à majorité chrétienne. Cela permettrait, selon lui, d'éviter la prorogation du mandat du Parlement et d'organiser des élections démocratiques au cas où le scrutin mixte n'est pas approuvé. Michel Sleiman met en garde justement contre une prorogation du mandat du Parlement. Le président a appelé toutes les parties à déployer les efforts nécessaires pour aboutir à un consensus sur la nouvelle loi électorale. Il a qualifié d'inadmissible de passer outre le droit du peuple à choisir ses représentants, droit qui est inscrit dans la Constitution. Selon lui, la prorogation du mandat du Parlement aura des conséquences négatives sur la réputation du Liban, sur son économie et la confiance de la communauté internationale. Le chargé d'affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au ministère français des Affaires étrangères en visite à Beyrouth, Jean-François Giroud s'est entretenu avec les différents responsables, notamment le président de la République, le Premier ministre démissionnaire et le Premier ministre désigné. Des entretiens qui ont porté sur les inquiétudes de la France, des possibles répercussions de la crise syrienne au Liban, mais aussi les craintes d'un vide institutionnel en cas de report des élections législatives. Il s'est adressé à la presse à l'issue de ces réunions. On l'écoute. Française, un message d'amitié au Liban, aux Libanais, message de soutien dans les circonstances régionales complexes, message également
de soutien aux efforts qui sont déployés aujourd'hui pour assurer la continuité des institutions, appui aussi à la stabilité, à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité du Liban. La France se tient aux côtés de ce pays ami. Elle entend, dans les moments difficiles où la crise syrienne fait peser sur les pays de la région une très lourde charge, s'agissant en particulier du nombre très important de réfugiés qui sont accueillis dans les pays voisins et en particulier au Liban, où la générosité s'est exprimée de façon très, très importante. Ce message d'amitié, de soutien, de solidarité s'exprime dans le cadre de la politique de dissociation qui est issue de la déclaration de Baabda du 15 juin 2012, déclaration de Baabda que la France a saluée très, très chaleureusement. J'ai porté également au Premier ministre désigné les vœux de succès de mon pays pour la formation du gouvernement libanais. Ban Ki-moon souhaite que la conférence internationale sur le conflit syrien proposée la semaine dernière par Washington et Moscou ait lieu aussi vite que possible. Le secrétaire général de l'ONU estime qu'il ne faut pas perdre la dynamique créée par la perspective de cette rencontre. Il s'exprimait lors d'un point de presse commun avec le chef de la diplomatie russe. Sergei Lavrov a pour sa part répété que l'Iran doit être représenté, ce qui pourrait déplaire aux États-Unis. Les États membres du groupe des Amis du peuple syrien se retrouvent la semaine prochaine à Amman, en Jordanie, où doivent se poursuivre les préparatifs de Genève II. Ce groupe réunit les États-Unis, la Turquie, des pays arabes et européens, mais pas la Russie. Ban Ki-moon a par ailleurs appelé le régime de Damas à laisser les experts de l'ONU enquêter en Syrie pour vérifier des accusations sur l'utilisation d'armes chimiques dans la guerre opposant le pouvoir aux rebelles. Les États-Unis et la Turquie vont continuer à faire pression pour obtenir le départ de Bachar el-Assad et pour parvenir à une transition en Syrie. Barack Obama et le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan ont réaffirmé leur convergence de vues lors d'un entretien à la Maison-Blanche. Les deux dirigeants ont dénoncé tout recours à des armes chimiques de la part du régime syrien. Pour le président américain, il n'y a pas de formule magique face à une situation très violente et compliquée comme celle de la Syrie. Il a dit ne pas exclure la possibilité de mesures supplémentaires aussi bien diplomatiques que militaires. Pour sa part, Erdogan a prévenu que la Syrie ne doit pas devenir une région contrôlée par les groupes terroristes. Selon lui, les priorités de la Turquie concernant la question syrienne sont d'empêcher l'utilisation d'armes chimiques et d'assurer la sécurité de toutes les minorités. 1,5 million, c'est le nombre de réfugiés syriens officiellement enregistrés ou en attente d'enregistrement depuis le début du conflit en mars 2011. Mais le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que le chiffre véritable est bien plus élevé. L'intensification des combats pousse de plus en plus de civils à partir et le HCR prévient que la tendance risque encore de s'accentuer. La population syrienne est estimée à environ 22,5 millions d'habitants, mais le nombre des réfugiés ne tient pas compte des populations déplacées à l'intérieur même des frontières syriennes. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, quelques 10 000 manifestants ultra-orthodoxes ont défilé à Jérusalem contre le projet qui les obligerait à faire leur service militaire. Certains ont lancé des bouteilles et des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté en tirant des grenades assourdissantes. 6 policiers ont été blessés, dont 2 ont dû être hospitalisés. Il y a aussi une dizaine d'interpellations. Actuellement, les ultra-orthodoxes juifs sont exemptés du service militaire. Le gouvernement veut changer les choses dans un souci d'égalité. Outre l'exemption du service, ces religieux, qui représentent environ 10% de la population juive, ne travaillent pas. L'accusation tient une preuve supplémentaire dans l'enquête sur les attentats de Boston. Peu avant d'être arrêté, Dzhokhar Tsarnaev a écrit une brève note dans laquelle il explique les raisons de son acte. Des mots écrits au stylo sur les murs de la cabine du bateau dans lequel il se cachait. Il présente les attentats du marathon de Boston comme une riposte à l'action militaire américaine en Afghanistan et en Irak.
Quant aux victimes, 3 morts et plus de 260 blessés. Elles sont qualifiées de dommages collatéraux. Tsarnaev écrit aussi qu'il ne pleure pas son frère Tamerlan, qu'il qualifie de martyr et qui a été tué dans une fusillade avec la police. Que dit exactement l'islam au sujet de la femme? C'est à cette question que répond le nouvel ouvrage de Zeinat Tibi, L'islam et la femme, rappel pour en finir avec les exagérations et les clichés. Zeinat Tibi est l'invitée de ce journal. Elle s'exprimait au micro de mon collègue Serge Berberi. Après le 11 septembre, il y a eu, on a montré l'islam du doigt. En fait, tous les malheurs viennent de l'islam. L'Occident a vraiment cette réaction, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et notamment en France où je vis. Donc j'ai trouvé qu'il était temps d'expliquer certaines choses, parce que quand on veut critiquer l'islam, tout de suite on montre la femme musulmane. La femme musulmane pour les Occidentaux est une femme qui n'a pas de droit, c'est ainsi qu'ils l'imaginent. Elle n'a pas de droit, c'est une femme qui doit marcher derrière le mari, c'est une femme qui est battue, enfin tous ces clichés-là qu'on entend ou qu'on voit même des fois. L'application de l'islam ne se fait pas comme il faut dans les pays arabes même. C'est pour ça que je parle d'exagération aussi. Non seulement des clichés qui se trouvent en Occident, mais je parle d'exagération de la manière dont parfois des musulmans eux-mêmes appliquent l'islam. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre dans des sociétés misogynes où la femme n'a aucun droit. Le but du livre, c'est justement dire à la femme: vous avez vos droits, allez les chercher dans le Coran, dans le Saint-Coran. Les droits existent. La religion musulmane, c'est din wa dunya. C'est une religion et une vie. On vit notre religion avec notre quotidien. Tout est codifié. Mais il y a une chose qui est importante aussi dans l'esprit et dans le message de cette religion, c'est un message d'ouverture et d'adaptation, ce qu'on appelle le ijtihad. On fait un ijtihad pour pouvoir s'adapter, pour être dans son temps et non pas rester figé. Aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que dans certains pays, l'islam est figé, ou ce sont les gens qui l'appliquent, qui le figent par leur mentalité figée. Et évidemment, qui est en train de payer en premier? C'est la femme avec un statut, on la bloque dans la société. Après la chute de Ben Ali et l'arrivée de la Nahda au pouvoir, la femme s'est rendue compte, la femme tunisienne elle a craint maintenant de perdre tous les acquis qu'elle avait. Donc, si vous voulez, elle lutte aujourd'hui pour ne juste protéger ce qu'elle a déjà eu. On est en train de reculer, c'est-à-dire, nous sommes en train de reculer en tant que statut de femme. Il y a une possibilité très claire qui peut se faire, tout en respectant les textes sacrés, en faisant le ijtihad. Je donne l'exemple du Maroc. Le roi du Maroc, qui est commandeur des croyants, a lui-même demandé à des ulémas et à des cheikhs de faire des études, et à travers justement les textes sacrés, comment faire évoluer la situation de la femme marocaine à travers les textes. J'aime ma religion. Et ça me fait mal au cœur, vraiment, de voir comment elle est perçue. Et l'esprit même de la religion musulmane est dévié, et par l'Occident, et par les fanatiques musulmans. Et c'est dommage. Merci. Merci à vous. Fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Réunion de la dernière chance pour la sous-commission ad hoc chargée de trouver un consensus sur une loi électorale. En cas d'échec, le Liban face à un vide politique ou un retour à la loi de 1960. Michel Sleiman met en garde contre une prorogation du mandat du Parlement, estimant qu'elle aura des conséquences négatives sur la réputation du Liban, son économie et la confiance de la communauté internationale. Ban Ki-moon insiste sur l'urgence de la conférence internationale sur la Syrie, alors que les Nations Unies recensent plus d'1,5 million de réfugiés syriens. Et les attentats de Boston, Dzhokhar Tsarnaev a laissé une confession écrite dans le bateau où il se cachait de la police, qui évoque une vengeance pour tous les musulmans.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end. أي سلاح ولو كان كاسرا للتوازن. ليش ما كسرت توازن الدول؟ أنا مع المصلحة الوطنية.